La pluie tombait en fines aiguilles sur les pavés luisants de la rue de Rivoli, transformant Paris en un labyrinthe d'ombres et de reflets tremblants. J'avais les épaules voûtées sous le poids d'une journée interminable au bureau, le cœur battant encore au rythme des deadlines manqués. Quand sa voix a fendu l'air comme un éclair, « Alexandre. Attendez. Mon patron. Laurent. » surgissait de l'obscurité, son regard perçant me clouant sur place. Et en cet instant, j'ai su que le monde tel que je le connaissais allait s'effondrer. Ce n'était pas une simple requête professionnelle, c'était le début d'une tempête qui allait emporter nos vies entières, révélant des secrets enfouis plus profonds que la scène elle-même. Je m'appelle Alexandre Duval. 25 ans. Un Parisien pur jus. Né dans le quartier du Marais où les rues étroites murmurent encore les échos des révolutions passées. J'avais atterri chez Éclat Créatif, une agence de publicité nichée au cœur du 8e arrondissement. 6 mois plus tôt, frais émoulu d'une école de commerce qui m'avait promis le monde mais m'avait livré une réalité de café froid et de nuit blanche. Laurent Moreau, mon patron, était la légende vivante de l'agence, 35 ans. Un charisme qui faisait plier les clients les plus récalcitrants. Et une élégance nonchalante qui le faisait ressembler à un acteur oublié des années 70. Originaire de Lyon, il avait conquis Paris comme on conquiert une amante capricieuse. Avec des discours enflammés et des campagnes publicitaires qui transformaient des produits banals en rêves collectifs. Mais derrière son sourire affûté comme une lame, il y avait une ombre. Une mélancolie que je surprenais parfois dans ses silences. Quand il fixait la tour Eiffel par la fenêtre du bureau. Ce soir-là, alors que je pressais le pas vers mon petit studio dans le 11e. L'appel de Laurent m'a figé net. « Venez avec moi », a-t-il dit simplement. Sa voix basse et rauque, chargée d'une urgence que je n'avais jamais entendue. Sans un mot de plus, il m'a entraîné vers une brasserie discrète. Le Petit Zinc. Un de ces endroits oubliés où les miroirs anciens reflètent des histoires d'amour avortées. Nous nous sommes assis dans un coin sombre, sous une lampe à gaz qui diffusait une lumière ambrée. Et il a commandé 2 verres de cognac sans me consulter. Ses mains, fines et marquées par des années de travail acharné, tremblaient légèrement en tenant le verre. « Alexandre, j'ai vu comment vous me regardez », a-t-il murmuré enfin. Ses yeux verts plongeant dans les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Mon cœur s'est emballé, pendant des mois. J'avais enfoui cette attirance au plus profond de moi. Cette fascination pour l'homme qui incarnait tout ce que je désirais et tout ce que je craignais. Était-ce le moment où tout basculait? Ou le début d'une chute libre vers l'inconnu? La conversation a dérivé comme la scène sous la lune, passant des banalités du bureau à des confessions plus intimes. Laurent m'a parlé de son enfance à Lyon. D'un père absent qui le poussait à l'excellence pour combler le vide. D'une mère qui tricotait des écharpes en silence pendant qu'il rêvait d'ailleurs. J'ai toujours su que j'étais différent, a-t-il avoué. Sa voix se brisant comme du cristal. À l'école, on me traitait de fils à papa. Mais c'était pire, j'aimais les garçons. Et ça, personne ne le comprenait. Ces mots ont résonné en moi comme un écho, à 20 ans. J'avais fui une famille conservatrice en banlieue parisienne, où mon coming out avait été accueilli par des silences lourds et des portes claquant. Paris m'avait sauvé. Avec ses bars cachés du Marais et ses nuits où l'anonymat protégeait les cœurs brisés. Mais Laurent, il était le premier à percer ma carapace sans effort. Avec un regard qui disait « Je te vois ». Vraiment. Le cognac a réchauffé nos veines. Et bientôt, nos genoux se sont frôlés sous la table. Un contact électrique qui a fait naître des frissons le long de ma colonne. Et vous, Alexandre? Qu'est-ce qui vous ronge? A-t-il demandé. Sa main effleurant la mienne par accident, ou était-ce un accident?
J'ai hésité. Les mots coincés dans ma gorge comme des pierres. Puis, dans un souffle, j'ai lâché, vous. Depuis le premier jour. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chargé d'une promesse et d'une peur viscérale. Il a souri. Un sourire triste et lumineux à la fois. Et a murmuré, alors. Cette nuit change tout. Nous sommes sortis dans la pluie. Nos épaules se touchant. Et pour la première fois. Paris ne me semblait plus une ville froide. Mais un écrin pour nos âmes errantes. De retour à l'agence le lendemain. L'air était chargé d'électricité. Les collègues s'affairaient autour des moodboards et des pitchs. Ignorant le séisme qui avait secoué ma nuit. Laurent m'a convoqué dans son bureau en fin de matinée. Prétextant une urgence créative. La porte refermée. Il s'est approché. Son parfum boisé m'enveloppant comme une caresse. Hier soir. Ce n'était pas une erreur, a-t-il dit. Ses doigts traçant une ligne invisible sur mon bras. Nos lèvres se sont trouvées dans un baiser hésitant. Puis fiévreux. Un mélange de désir refoulé et de vulnérabilité partagée. C'était comme si le monde s'était arrêté. Ne laissant que nous deux. Suspendus dans cet instant volé. Mais la réalité a vite rappelé ses droits, un appel de son ex-compagnon. Un homme jaloux nommé Victor. Qui avait laissé des cicatrices invisibles sur le cœur de Laurent. Victor, un architecte parisien aux allures de dandy, avait été la grande passion de Laurent 5 ans plus tôt. Leur rupture, violente et publique, avait fait jaser dans les cercles branchés du Marais. Il m'a brisé, m'a confié Laurent plus tard. Lors d'une promenade le long de la Seine. Où les lumières des ponts dansaient sur l'eau comme des promesses fragiles. Il voulait me changer. Me faire rentrer dans le moule d'un couple normal au point. Ces mots m'ont transpercé, j'avais connu ça avec un ancien petit ami. Un étudiant en art qui m'avait accusé de ne pas être assez masculin. Mais avec Laurent. C'était différent, il me voyait tel que j'étais. Un jeune homme sensible aux yeux noisettes. Avec des doutes plus grands que la tour Eiffel. Nos rendez-vous secrets se sont multipliés et dîners dans des bistrots cachés de Montmartre. Balades nocturnes dans les jardins du Luxembourg. Où nos mains se nouaient sous les étoiles. Pourtant, la kermesse n'a pas tardé. Un vendredi soir. Après une présentation réussie devant un client majeur. L'agence a organisé une fête au rooftop. L'air vibrait de rire et de champagne. Les lumières de Paris s'étendant à l'infini. Laurent et moi échangeions des regards complices. Nos orteils se touchant sous la table. Mais Victor était là. Invité par un collègue imprudent. Son sourire carnassier tranchant l'atmosphère comme un couteau. Laurent. Mon cher. Tu as l'air. Épanoui, a-t-il lancé. Ses yeux glissant vers moi avec une malice venimeuse. La soirée a basculé, des mots acides. Des accusations voilées de favoritisme. Et soudain. Victor a révélé notre secret dans un éclat de rire trop fort. Ton petit protégé. Attention. Alexandre. Il collectionne les cœurs comme des trophées. Le silence qui a suivi a été un gouffre. Les collègues ont détourné les yeux. Mal à l'aise. Et Laurent. Blême. M'a entraîné hors du rooftop. Dans l'escalier de service où l'écho de nos pas résonnait comme un glas. Je ne le laisserai pas nous détruire, a-t-il juré. Ses mains encadrant mon visage. Ses lèvres capturant les miennes dans un baiser désespéré. Mais le mal était fait, les ragots ont enflé comme une marée. Et le lundi suivant. Les regards en coin au bureau étaient des flèches empoisonnées.
J'ai commencé à douter, étais-je juste un caprice pour lui? Un moyen de défier son passé? Laurent, sentant mon tourment, m'a emmené en week-end à la campagne. Dans une petite maison louée près de Giverny, où les champs de coquelicots ondulaient sous le vent comme des vagues de liberté. Là-bas, loin des néons parisiens, nous avons parlé pendant des heures. Allongés sur un plaid usé, le soleil couchant peignant nos corps en or. Je t'aime, Alexandre, a-t-il dit simplement. Sa voix tremblante d'émotion brute. Pas comme un patron. Pas comme un amant passager. Comme l'homme qui veut construire une vie avec toi. Ces mots ont balayé mes peurs, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années. Et il m'a serré contre lui. Son cœur battant au rythme du mien. Nous avons fait l'amour sous les étoiles. Nos corps entrelacés dans une danse lente et sacrée. Où chaque caresse effaçait une cicatrice. C'était la première fois que je me sentais vraiment vu. Aimé pour mes failles autant que pour mes forces. Mais le drame s'est intensifié à notre retour. Victor, fou de jalousie, a lancé une campagne de diffamation en ligne. Postant des photos volées de nos moments intimes sur les réseaux sociaux de l'agence. Les commentaires ont pleuvé. Un torrent de haine homophobe masqué sous des sourires faux, pas professionnels. Scandaleux. Laurent a tenté de limiter les dégâts. Mais le conseil d'administration, composé d'hommes aux idées étroites, a exigé des explications. Choisis ta carrière ou ça, m'a-t-il dit un soir. Les yeux rougis par l'insomnie. J'ai refusé de le laisser seul, ensemble. Nous avons affronté la tempête. Publiant une déclaration commune sur le blog de l'agence. Un plaidoyer pour l'authenticité et l'amour s'enchaîne. L'éclat créatif n'est pas seulement dans nos idées. Mais dans nos cœurs, écrivions-nous. Et l'amour, quel qu'il soit, est la plus belle création. La réaction a été un raz-de-marée. Des soutiens inattendus ont surgi, des collègues out jusqu'alors. Des clients fidèles qui ont renouvelé leur contrat en signe de solidarité. Victor, isolé dans sa colère, a fini par s'excuser publiquement. Brisé par sa propre amertume. Et nous, Laurent et moi, avons émergé plus forts, nos mains liées dans les couloirs du bureau désormais un havre de vérité. Des mois plus tard, sous un ciel parisien clair comme du cristal, nous avons échangé des vœux discrets dans un petit jardin du Marais. Entourés d'amis qui avaient vu nos âmes nues. Paris, cette ville de lumière et de secrets, avait été le témoin de notre renaissance. Aujourd'hui, alors que je rentre tard du travail cette fois, avec Laurent à mes côtés, nos doigts entrelacés sous la pluie fine, je repense à cette nuit fatidique. Elle n'a pas seulement changé nos vies, elle nous a appris que l'amour vrai n'est pas une pause dans la course, mais le moteur qui nous propulse vers l'horizon. Dans un monde qui juge encore trop vite, nous avons choisi la vulnérabilité. Et elle nous a rendus invincibles. La mémoire m'emmène souvent vers ces jours d'enfance dans la banlieue et de Paris, où les HLM grises de Saint-Maur-des-Fossés semblaient avaler la lumière du soleil. J'avais 8 ans quand j'ai su que j'étais différent, pendant que les autres garçons tapaient dans un ballon usé sur le bitume craquelé. Je préférais m'asseoir sous un arbre avec un livre, imaginant des mondes où l'amour n'avait pas de genre. Ma mère, une infirmière aux mains douces mais au cœur endurci par les quarts de nuit, me surprenait parfois à dessiner des princes s'embrassant. Et son regard se voilait d'une tristesse qu'elle ne nommait pas. Sois fort, mon fils, me disait-elle, pressant mes épaules comme pour y infuser une armure invisible. Mon père, ouvrier dans une usine automobile, rentrait les poings serrés, sa rage contenue explosant en silence pesant autour de la table du dîner.
Il n'a jamais su pour moi. Ou peut-être qu'il a choisi de ne pas savoir, quand j'ai quitté la maison à 18 ans. Bagage léger et cœur lourd. Il n'a pas levé les yeux de son journal. Ses souvenirs ressurgissent maintenant. Alors que Laurent et moi naviguons les eaux troubles de notre nouvelle normalité. L'agence bourdonne d'une énergie renouvelée, nos campagnes pour des marques inclusives attirent les projecteurs. Et pour la première fois, je me sens à ma place. Non pas comme un employé invisible, mais comme un créateur dont les idées portent la marque de l'authenticité. Pourtant, la nuit, quand les lumières de la ville s'éteignent, les doutes reviennent en force. Laurent, avec son passé de batailles intimes, porte encore les stigmates de Victor, des nuits d'insomnie où il se réveille en sursaut, murmurant des excuses à un fantôme. Et si je te blesse, me demande-t-il un soir, allongé à mes côtés dans notre appartement du Marais. Les murs tapissés de livres et de croquis. Je trace du bout des doigts les lignes de son visage. Ces rides fines qui racontent ses victoires et ses défaites. Tu m'as déjà sauvé, réponds-je. Et nos corps se cherchent à nouveau. Un refuge contre l'orage intérieur. Mais la vie, cruel scénariste, n'en a pas fini avec nous. Un appel matinal brise l'idylle, ma mère. La voix chevrotante au téléphone m'annonce que mon père est à l'hôpital. Un infarctus foudroyant après des années de tabac et de regrets tue. Je pars pour Saint-Maur, laissant Laurent au bureau avec un baiser volé qui goûte les adieux. La chambre d'hôpital sent le désinfectant et l'abandon, mon père, amaigri sous les draps blancs, me fixe d'un œil terne. Ton patron, balbutie-t-il, ayant lu les articles dans un journal local qui s'est emparé de notre histoire. C'est vrai? Je hoche la tête, le cœur en vrac, attendant le verdict. Au lieu de la colère escomptée, il soupire, une larme roulant sur sa joue parcheminée. J'ai été un lâche. Fiston. Avec ta mère. Avec toi. Ne sois pas comme moi. Ces mots, si longtemps attendus, libèrent un flot de larmes, nous parlons pour la première fois. De mes rêves d'enfant. De ces peurs d'homme. Ma mère, assise de l'autre côté du lit, prend ma main. Et dans ce trio brisé, un pont fragile se tisse. Laurent me rejoint le soir même. Traîné par la campagne. Son manteau mouillé de pluie normande. Il s'assoit au chevet. Stoïque. Et quand mon père tend une main tremblante, il la serre sans un mot. C'est ce geste simple qui scelle tout, l'approbation muette d'un père qui, à l'aube de sa fin, choisit l'amour sur le silence. Les jours suivants sont un tourbillon de visites et de veillées, où Laurent devient le pilier que je n'osais pas espérer. Tu es ma famille maintenant, me murmure-t-il dans le couloir aseptisé. Et je sais qu'il a raison. Mon père s'éteint une semaine plus tard. Paisiblement. Un sourire aux lèvres comme s'il emportait enfin sa paix. À l'enterrement. Sous un ciel plombé. Ma mère m'embrasse sur les deux joues. Il t'aimait. À sa façon. Et moi aussi. Laurent. À mes côtés. Porte le deuil avec moi. Ses bras un bouclier contre le vent froid. De retour à Paris. La ville semble renaître avec nous. Nous adoptons un chat errant trouvé sous un porche du boulevard Saint-Germain. Un rouquin nommé Félix qui ronronne sur nos genoux pendant nos soirées câlines. L'agence prospère. Et nous lançons une série de pubs pour une association LGBT. Des histoires vraies de couples comme le nôtre. Filmées dans les recoins oubliés de la capitale.
Chaque visionnage est une catharsis, les acteurs, des jeunes comme j'étais, pleurent sur le plateau. Et Laurent essuie discrètement une larme. Son bras autour de mes épaules. Regarde ce qu'on a créé, dit-il. Et je souris. Fier de cet homme qui a transformé sa douleur en lumière. Pourtant, un nouveau défi surgit, Laurent reçoit une offre tentante d'une agence à New York. Un tremplin vers les sommets mondiaux. Viens avec moi, propose-t-il lors d'un dîner aux chandelles au train bleu. Sous les fresques opulentes de la gare de Lyon. Mon cœur se serre, Paris est mon ancre. Mes racines. Mais l'idée de partir avec lui. De conquérir un nouveau monde ensemble. Allume une étincelle d'aventure. Et si on essayait, réponds-je. Et nous trinquons à l'inconnu. Nos yeux brillants de possibilités. Les préparatifs sont un balai joyeux, valise bouclée avec des livres et des souvenirs. Au revoir larmoyant à la mer qui promet de visiter. Et une dernière balade main dans la main le long des quais. Où la Seine charrie nos ports vers Laval. À l'aéroport. Sous le dôme de verre de Charles de Gaulle. Nous nous embrassons sans retenue. Indifférents au regard. L'avion décolle. Paris rapetissant en dessous comme un joyau. Et je pose ma tête sur l'épaule de Laurent. Cette nuit a tout changé, murmure-t-il. Et je sais qu'il a raison, elle nous a menés ici. Vers un horizon où l'amour n'est plus un secret. Mais une évidence rayonnante. New York nous accueille avec son chaos bienveillant. Un tourbillon de klaxons et de néons qui fait pâlir Paris en comparaison. Nous atterrissons dans un loft de Brooklyn. Aux murs de briques apparentes et aux fenêtres donnant sur l'East River. Un espace que Laurent a déniché via un contact lyonnais expatrié. L'agence, Pulse Global, est un monstre aux 1000 têtes. Niché dans un gratte-ciel de Midtown. Où les ascenseurs vitrés offrent des vues vertigineuses sur Manhattan. Mon rôle d'assistant créatif s'élargit, je pitch des idées pour des campagnes internationales. Ma voix encore teintée d'un accent français qui charme les Américains. Laurent. Promu directeur créatif. Navigue les réunions avec son aisance habituelle. Mais je sens en lui une tension nouvelle, l'éloignement de ses racines. Le poids d'être le français gay dans un environnement macho. Notre premier mois est une lune de miel citadine, brunch dans des cafés de Williamsburg. Où des artistes tatoués nous sourient comme à des frères d'armes, promenade dans Central Park. Où les feuilles d'automne craquent sous nos pas, et nuit passionnée dans le loft. Bercé par le ronronnement lointain du métro. Mais la réalité s'invite vite, un collègue. Un Texan bourru nommé Jack. Lance des blagues homophobes lors des afterwork. Ses rires gras masquant une curiosité maladroite. Vous deux. C'est mignon. Les boys from Paris ricanent-ils un soir au rooftop bar. Un cocktail à la main. Laurent serre les dents. Mais je riposte. Ma voix ferme, mignon. C'est réel. Jack. Et ça mérite du respect. Le silence qui suit est électrique, Jack bredouille des excuses. Et plus tard. Il nous invite à un barbecue chez lui. Ou sa femme. Une latina pétillante nommée Sofia. Nous bombarde de questions sur la vie à Paris. Sofia devient une amie inattendue. Une immigrante du Mexique qui a fui un mariage arrangé pour New York. Sa propre quête d'identité résonnant avec la nôtre. L'amour, c'est la révolution personnelle, dit-elle un après-midi. Alors que nous trions des moodboards dans un café de l'East Village. Ces mots me touchent, ils me rappellent pourquoi nous sommes venus, pour grandir, pour défier les normes. Pourtant, les ombres persistent. Laurent reçoit des mails anonymes. Des relents de l'affaire Victor qui a traversé l'Atlantique via des ragots en ligne. Rentré en France. Sale PD, lit-il à voix haute un soir.
Sa voix tremblante de rage contenue. Je le prends dans mes bras. Nos corps tremblants contre le matelas. Et nous faisons l'amour avec une urgence qui chasse les démons. Nos murmures se mêlant aux sirènes de la ville. Le point de bascule arrive lors d'une grande présentation pour un client pharma. Une campagne sur la santé mentale qui touche nos fibres les plus intimes. Je prépare le pitch avec Sophia. Intégrant des témoignages réels de personnes LGBTQ+ luttant contre la dépression. Laurent. Stressé. Répète ces lignes jusqu'à l'aube. Ses yeux cernés comme des ecchymoses. Le jour J. Dans la salle de conférence aux baies vitrées. Tout déraille, Jack. Assis au fond. Pose une question piégée sur l'objectivité de notre approche trop personnelle. Le silence tombe. Lourd comme du plomb. Laurent pâlit. Mais je me lève. Le cœur cognant. Personnel? C'est universel? Jack. L'amour et la douleur ne connaissent pas de frontières. Mes mots? Improvisés. Allume une étincelle, le client applaudit. Ému. Et plus tard. Dans l'ascenseur descendant. Laurent m'embrasse fougueusement. Tu es mon héros, souffle-t-il. Et pour la première fois. Je le crois vraiment. New York nous forge. Nous polit comme des diamants bruts. Nous rejoignons un groupe de soutien local. Des expatriés queer partageant des histoires autour de bières artisanales dans un bar de Chelsea. Là, nous rencontrons Théo. Un photographe canadien au dreadlock et au sourire contagieux. Qui capture nos portraits pour un projet sur l'amour immigrant. Vous irradiez, dit-il. Objectif en main. Et nous rions. Gênés mais fiers. Sophia nous initie à la salsa dans un studio de Harlem. Nos corps maladroits se heurtant dans un chaos joyeux. Laurent trébuchant sur mes pieds avec un rire qui guérit. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un appel de ma mère me ramène à la terre, elle a rencontré quelqu'un. Un veuf doux qui l'emmène danser le tango dans les bals du 13e. Viens nous voir. Mon chéri, dit-elle. Et Laurent et moi planifions un Noël surprise en France. Le voyage est une parenthèse enchantée, atterrissage sous la neige à Orly. Câlin maladroit avec ma mère et son compagnon. Pierre. Un ancien professeur à la moustache grise. Laurent charme tout le monde avec ses anecdotes lyonnaises. Et autour de la table chargée de bûches et de vin chaud, nous parlons ouvertement de nos vies. Vous êtes beaux ensemble, dit Pierre. Levant son verre. Et les larmes me piquent les yeux. À Paris. Nous revivons nos premiers pas, un dîner aux petits zincs. Où tout a commencé. Nos mains entrelacées sur la nappe à carreaux. New York est un chapitre, murmure Laurent. Mais Paris est notre maison. Nous décidons de rentrer. De fusionner nos mondes, l'agence française avec une branche new-yorkaise. Un pont entre les deux capitales de l'amour. De retour à Brooklyn pour boucler les valises. Une tempête de neige immobilise la ville. Nous clouons au loft avec Félix ronronnant sur le tapis. C'est là. Emmitouflé sous une couverture. Que Laurent sort une petite boîte de velours. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour le monde, mais pour nous. Le diamant simple brille comme une étoile. Et je dis oui entre deux sanglots. Nos lèvres scellant un pacte éternel. New York. Avec ses fureurs et ses tendresses. Nous attestés, nous en sortons unis. Prêts pour l'acte suivant. Les préparatifs du mariage nous ramènent à Lyon. La ville natale de Laurent. Un choix chargé de symbolisme, affronter les fantômes pour les exorciser. Nous arrivons par TGV. La Saône scintillant sous un soleil timide de printemps.
Et logeons dans un hôtel ancien des pentes de la Croix-Rousse. Où les traboules cachent encore des secrets de la soie. Laurent est nerveux. Ses mains moites serrant la mienne dans le taxi, ma famille. Ils n'ont pas tous accepté, avoue-t-il. Évoquant une sœur aînée. Claire. Mariée à un notable local. Et un frère cadet. Julien. Ingénieur distant. Leur mère. Veuve depuis 10 ans. Habite une maison au volet vert près du Rhône. Un havre de géranium et de souvenirs. Le dîner familial est un champ de mine. Claire. Quarantaine élégante aux cheveux châtains relevés en chignon. Nous accueille avec des bises froides. Ses yeux glissant sur nos alliances promises. Paris vous a changé, dit-elle d'un ton mielleux. Servant un coq au vin qui embaume la pièce. Julien. Plus jeune. Avec une barbe naissante et un air absent. Hoche la tête en silence. Son téléphone vibrant d'alerte boursière. Madame Moreau. Petite femme aux yeux vifs de son fils. Pose une main sur l'épaule de Laurent. Mon garçon. Tu rayonnes. C'est lui. N'est-ce pas? Elle désigne Alexandre d'un geste tendre. Et Laurent rougit. Racontant notre histoire avec une voix émue. Omettant les tempêtes pour se concentrer sur les arcs-en-ciel. Mais la nuit. Dans notre chambre d'hôtel. Laurent craque. Claire m'a envoyé un message, pense à la famille. À la réputation au point. Ces mots sont un poison lent, je le serre contre moi. Nos corps enlacés dans le lit au drap amidonné. Ta famille. C'est nous maintenant, murmure-je. Et nous nous aimons doucement. Redécouvrant la tendresse au milieu du doute. Le lendemain. Une visite à l'ancienne usine de soie où le grand-père de Laurent travaillait nous ancre, les machines silencieuses. Les fils colorés suspendus comme des rêves inachevés. Ici, j'ai appris à tisser ma propre toile, dit-il. Et je sais qu'il parle de nous. Le conflit culmine lors d'une promenade sur les berges du Rhône. Où Claire nous confronte. Tu ruines tout. Laurent. Julien refuse de venir au mariage. Et maman. Elle pleure en secret. Ses larmes coulent. Mélange de colère et de peur. Et Laurent explose enfin, ruiné. J'ai caché qui j'étais pendant des années pour vous protéger. Alexandre m'a libéré. Je reste en retrait. Le cœur battant. Mais quand Claire se tourne vers moi. Ses yeux implorants. Je parle, l'amour n'est pas une menace. Claire. C'est le fil qui nous relie tous. Elle s'effondre en sanglots. Et nous les traînons. Un trio improbable sous le pont de la Guillotière. Où le fleuve emporte nos rancunes. Julien arrive in extremis. Conduit par sa mère. Le visage fermé mais les poings ouverts. Je suis désolé. Frangin. J'ai eu peur pour toi. Pas de toi. Les frères s'enlacent. Maladroit. Et la famille se reconstruit autour d'un apéro improvisé, saucisson. Beaujolais. Et rire timide. Madame Moreau nous bénit en privé. Un rosaire à la main, que Dieu ou qui que ce soit vous garde. Le mariage? Célébré dans un petit jardin public de Lyon. Sous un cerisier en fleurs. Est intime, Claire en témoin. Julien portant les alliances. Sophia venue de New York pour danser la valse. Nos vœux. Écrits à 4 mains. Résonnent comme un manifeste, dans la joie et la peine. Dans les lumières de Paris et les ombres de Lyon. Nous serons un. De retour à Paris. La lune de miel est une escapade en Provence. Dans une bastide perchée près d'Avignon. Où les champs de lavande s'étendent comme un océan violet.
Nous cuisinons des ratatouilles brûlées. Rions sous les étoiles. Et un soir, autour d'un feu de camp, Laurent confesse, j'ai toujours craint d'être comme mon père, distant. Brisé. Mais avec toi, je suis entier. Nos corps s'unissent au chant des cigales. Une célébration païenne de notre union. Pourtant, le monde extérieur gronde encore. À l'agence, une nouvelle crise, un client conservateur menace de rompre pour nos pubs trop progressistes. Laurent, fort de son mariage, refuse de plier, c'est notre vision ou rien. Le bras de fer dure des semaines. Des nuits blanches à pitcher des alternatives. Moi à ses côtés. Nos cerveaux en ébullition. Sophia, de retour à New York, nous envoie des encouragements virtuels. Et Théo expose nos portraits dans une galerie de Brooklyn. Titré « Amour tissé ». La victoire vient, le client cède. Et notre réputation s'envole. Un phénix queer dans le ciel publicitaire. Un an plus tard, lors d'un dîner au Marais, ma mère annonce ses fiançailles avec Pierre. Et nous trinquons à l'amour tardif. Laurent et moi adoptons un deuxième chat. Une femelle grise nommée Luna. Complétant notre petite meute. La vie n'est pas un conte sans nuages. Mais dans les plis de nos journées, nous trouvons la grâce, un baiser volé dans le métro. Une main serrée lors d'une manif pour les droits. Un « je t'aime » murmuré avant le sommeil. Cette nuit originelle, sous la pluie de Rivoli, n'était que le prologue. Notre histoire, elle, est un roman vivant, où chaque page tourne sur la promesse d'un demain plus doux. L'été suivant nous trouve en Toscane. Invités par des amis de Sofia. Une famille italienne exubérante près de Florence. Luca, un vigneron aux mains calleuses et au rire tonitruant. Et son mari Marco, chef cuistot au sourire malicieux, nous accueillent dans leur ferme perchée sur les collines, où les cyprès percent le ciel azuré comme des flèches d'amour. Benvenuti. Amaury, s'exclame Lucas, nous serrant dans ses bras musclés par le travail de la terre. Leur fils adoptif, un adolescent timide nommé Matteo de 16 ans, nous observe avec curiosité. Ses yeux sombres cachant des questions muettes sur l'amour qui défie les normes. Les jours s'étirent en une symphonie sensorielle, vendange sous le soleil cuisant. Où nos mains se noircissent de jus de raisin, dîner al fresco avec des pâtes fraîches et du Chianti qui coule comme du sang divin, et soirée autour d'un feu où Marco raconte des légendes toscanes de amants maudits. Matteo, après quelques verres volés, se confie à moi lors d'une promenade dans les vignes, à l'école. Il se moque de mes deux papas. Mais vous semblez si libre. Je lui parle de Paris. Des nuits pluvieuses et des cœurs brisés. Et il sourit. Un peu moins seul. Laurent, captivé par Lucas, discute philosophie du vin. Leur voix grave se mêlant au chant des grillons. C'est là, au milieu des grappes mûres, que nous prenons une décision radicale, après des mois de discussions chuchotées. Nous lançons le processus de FIV avec gestation pour autrui. Rêvant d'agrandir notre famille. Une clinique à Milan. Recommandée par Marco qui a traversé le même chemin. Devient notre phare. L'amour commence dans le cœur. Pas dans le ventre, dit-il. Serrant l'épaule de Laurent. Et ces mots nous portent lors des injections. Des échos. Des attentes agonisantes. De retour à Paris. Les nouvelles tombent comme un miracle, positives. Un bébé. Notre bébé. Grandi en Italie. Porté par une mère porteuse nommée Giulia.
Une enseignante florentine aux yeux verts et au courage tranquille. La grossesse est un rollercoaster émotionnel. Laurent. Habituellement si stoïque. Fond en larmes lors des échographies virtuelles. Sa main sur l'écran comme pour toucher l'impossible. Moi. Je combats l'anxiété rampante, et si je ne suis pas à la hauteur? Les amis nous entourent, Claire envoie des layettes tricotées main depuis Lyon. Sophia organise une baby shower transatlantique via Zoom. Et Théo capture nos joies en photos floues de bonheur. Mais le suspense monte quand Julia signale des complications mineures des saignements légers. Des repos forcés. Nous volons à Florence. Atterrissant dans une tempête d'automne. Le cœur en miettes. À la clinique. Sous des plafonds voûtés rappelant la Renaissance. Le médecin. Un lombard bourru nommé Dr Rossi. Nous rassure, il faut du repos. Mais le petit va bien. Julia. Alitée dans une chambre baignée de lumière. Nous tend une main pâle. C'est votre enfant? Pas le mien. Je le sens. Nous pleurons ensemble. Un quatuor uni par ce lien invisible? Et Laurent compose une berceuse improvisée. Sa voix de baryton apaisant le ventre arrondi. Les jours suivants sont un cocon, promenade lente dans les jardins de Boboli. Où les statues de marbre veillent sur nos rêves, dîner chez Luca et Marco. Où Matteo lit des contes italiens au bébé imaginaire. Le retour à Paris est teinté d'urgence, l'agence bouillonne d'un projet majeur. Une collab avec une marque de mode queer. Mais nous priorisons. Le travail attend, la famille non, déclare Laurent lors d'une réunion. Et ces mots inspirent une vague de solidarité. Ma mère, désormais mariée à Pierre, nous rend visite, posant une main sur mon ventre non. Sur celui de notre futur avec une tendresse nouvelle. Tu seras un père merveilleux, dit-elle. Et Pierre hoche la tête, ses yeux humides. La naissance arrive par une nuit de décembre. Sous la neige toscan qui tombe comme des confettis célestes. Nous accourons. Train de nuit depuis Paris. Et dans la salle d'accouchement. Un cri perçant déchire l'air, notre fils. Enzo. 7 livres de miracles aux yeux de Laurent et aux cheveux noirs miens. Julia le pose dans mes bras. Épuisée mais radieuse, prenez soin de lui. Nous pleurons. Rions. Embrassons. Un chaos béni. Luca et Marco. Parrains officieux. Apportent du prosecco. Et Matteo. Émerveillé. Touche le petit poing serré. C'est comme dans les histoires, murmure-t-il. De retour en France. Avec Enzo emmailloté contre nous. Paris nous semble neuve, les lumières de Noël clignotent comme pour lui. Les pigeons du jardin des Tuileries picorent ses orteils potelés. Les nuits sont courtes. Rythmées de biberons et de berceuses. Mais chaque sourire d'Enzo efface la fatigue. Laurent. Père poule aux changeurs impeccables. Invente des comptines en français et en italien. Tandis que je dessine des albums pour lui. Des aventures de 2 papas et d'un petit explorateur. Un soir, alors qu'Enzo dort enfin, nous nous asseyons sur le balcon du Marais. Une couverture sur les genoux. Regardant la tour Eiffel scintiller. Cette nuit pluvieuse d'il y a 5 ans. Elle nous a donné tout ça, dit Laurent. Sa tête sur mon épaule. Je l'embrasse. Le cœur gonflé, et bien plus. Notre amour. Forgé dans le feu des épreuves. Est maintenant un foyer. Un legs pour ce petit être qui respire la vie en nous. L'euphorie de la paternité est brutalement secouée par une trahison au bureau. Diego. Un nouveau consultant espagnol recruté pour son expertise en marketing digital. Arrive comme une bourrasque de Madrid, 30 ans.
Charisme ibérique. Dreadlock courte et tatouage discret sur les avant-bras. Hola. Equipo, lance-t-il lors de son premier jour. Son accent chantant égayant l'agence. Nous l'accueillons à bras ouverts, Laurent lui confie des parties sensibles du projet mode. Et Diego excelle. Ses idées fusant comme des feux d'artifice. Mais sous la surface. Des fissures apparaissent, des mails tardifs. Des réunions privées avec des clients rivaux. Un regard fuyant quand je lui demande des updates. Enzo grandit à vue d'œil. Ces 6 mois marqués par des rires cascadants et des premiers pas chancelants sur le parquet du Marais. Nous engageons une nounou. Une Bretonne nommée Marie. Aux joues roses et aux chansons folkloriques qui endorment le bébé comme par magie. Les journées sont un équilibre précaire, matin de biberons et de câlins. Après-midi d'ascenseur bondé vers l'agence. Où Laurent et moi échangeons des regards complices au-dessus des dossiers. Diego s'intègre vite. Rejoignant nos dîners familiaux. Où il régale Enzo de grimaces andalouses et nous de tapas improvisés. À l'amour éternel, toste-t-il un soir. Ses yeux sombres s'attardant un peu trop sur Laurent. Mais je chasse l'idée. Blâmant la fatigue parentale. Le coup de poignard vient lors d'une conférence à Cannes. Où l'agence présente la campagne mode. Nous y allons en trio au Laurent. Diego et moi laissant Enzo à Marie et à ma mère pour un week-end. La croisette bourdonne de glamour, robe fluide. Flash crépitant. Champagne qui pétille comme des promesses. Notre pitch est un triomphe, le client. Une maison italienne. Signe sur le champ. Mais au dîner de gala. Sous les palmiers illuminés. Diego disparaît. Nous le trouvons plus tard dans un bar lounge. Riant avec un concurrent notoire. Un Anglais nommé Rupert. Juste networking, plaide-t-il quand Laurent l'interpelle. Mais ses mains tremblent. De retour à Paris. Les preuves s'accumulent, des leaks d'idées. Des contrats détournés. Laurent confronte Diego dans son bureau. La voix brisée, pourquoi ? Nous t'avons fait confiance. Diego s'effondre. Avouant une dette à des prêteurs madrilènes. Une vie de mensonges pour payer les dettes de sa sœur malade. Je n'avais pas le choix, sanglote-t-il. Et mon cœur se serre, j'ai connu la précarité. Les choix impossibles. Au lieu de le virer. Laurent propose un plan, remboursement échelonné. Aide psychologique via l'agence. On ne te lâche pas, dit-il. Et Diego. Les larmes aux yeux. Jure allégeance. Mais la trahison laisse des cicatrices. Laurent doute de son jugement. Passant des nuits à relire des rapports. Enzo dormant contre lui comme un talisman. Je le soutiens. Nos conversations profondes dans la cuisine à 3 heures du matin. Café fumant en main. Tu es trop bon, dis-je. Et il rit amèrement, ou pas assez dur. Nous consultons un thérapeute queer. Un andalou expatrié nommé Ravière. Qui nous guide à travers les ombres, la confiance se reconstruit brique par brique. Diego. Repentant. Devient un allié farouche. Canalisant son énergie dans un side project pour une ONG espagnole et dans les familles LGBTQ+ endettées. L'incident nous rapproche des amis transatlantiques. Sophia et Jake oui. Le Jake réformé au vol pour un barbecue dans notre jardin. Enzo babillant sur les genoux de tous. Lucas et Marco envoient des vidéos de Matteo apprenant le français. Et Théo expose une série sur Père en lutte. Nos portraits en couverture. Un soir. Après une journée éprouvante. Laurent et moi emmenons Enzo au parc Monceau. Où les carousels tournent comme des souvenirs. Le petit rit aux éclats sur le cheval de bois. Et Laurent. Le tenant fermement.
Me lance, regarde-le. C'est pour ça qu'on se bat. Nos lèvres se frôlent. Un baiser salé par le vent. Et la ville semble applaudir. Pour clore le chapitre, Diego organise une soirée de réconciliation à l'agence, Paella Géante. Flamenco Live. Et un discours où il remercie Laurent d'avoir vu l'homme derrière le traître. Les collègues lèvent leurs verres. Et pour la première fois depuis Cannes, Laurent sourit vraiment. Plus tard, dans notre lit, avec Enzo ronflant dans sa chambre, nous célébrons à notre façon, corps enlacés. Murmure d'amour qui chasse les fantômes. Tu m'as sauvé encore, souffle Laurent. Et je sais que notre lien est indestructible. La vie reprend son cours. Enrichi, Enzo dit au papa le premier à Laurent. Le second à moi et nous pleurons de joie. L'agence lance la campagne espagnole. Un succès qui ouvre des portes à Barcelone. Et dans les plis de nos jours, l'amour reste le fil rouge. Tissé de épreuves et de triomphes. À mesure qu'Enzo approche de ses 2 ans, une crise sournoise s'installe, le fameux milieu de vie. Ce monstre invisible qui ronge les certitudes. Laurent, à 40 ans passés, se regarde dans le miroir avec une grimace, les tempes grisonnantes. Les lignes d'expression creusées par les nuits blanches parentales. Qui suis-je sans l'agence, confie-t-il un matin. Alors que je prépare le petit déjeuner. Enzo barbouillé de confiture sur ses genoux. Moi. À 30 ans. Je ressens l'inverse, une soif d'ailleurs. De voyages qui ne sentent pas le lait caillé. Nos disputes éclatent comme des orages d'été, tu travailles trop. Et toi? Tu rêves trop. Pour apaiser les tensions. Nous partons en retraite bien-être à Kyoto. Invité par un partenaire japonais de l'agence. Un designer nommé Hiroshi. Maître zen aux cheveux rasés et au calme olympien. Son ryokan, niché dans les bambous de Arashiyama, est un havre de minimalisme, tatami frais, bain thermo fumant, et jardin zen où les cailloux racontent des histoires muettes. Hiroshi, avec son épouse Eko, une calligraphe aux gestes fluides, et leur fils adoptif Kenji, un ado gothique fan de manga queer, nous accueille comme des frères perdus. L'amour est comme le sakura, éphémère. Mais éternel dans le souvenir, philosophe Hiroshi lors d'un thé matcha. Et ces mots percent nos armures. Les jours se déroulent en rituels apaisants, méditation matinale où Laurent ferme enfin les yeux sans sursauter, promenade dans les temples de Kinkakuji. Ou lors du pavillon reflète nos âmes blessées, et atelier de calligraphie avec Eko. Où j'écris « Amour » en kanji tremblant. Enzo confié à une crèche locale dessinant des gribouillis à côté. Kenji, avec ses piercings et ses t-shirts de groupe J-pop LGBTQ+, se lie d'amitié avec nous, partageant des playlists de ballades heartbreaking. Mes pères se disputent parfois. Mais ils reviennent toujours, dit-il un soir. Autour d'un dîner de Keisuki. Et Laurent hoche la tête? Pensif. La romance renaît lors d'une nuit de lanterne au festival Gion, les rues pavées de Kyoto s'illuminent de papier soyeux. Et sous un ciel étoilé. Laurent me prend la main. Pardonne-moi d'avoir douté. Ses lèvres, tièdes de saké, trouve les miennes dans une danse lente. Un baiser qui efface les mois de froid. Nous rentrons au ryokan enlacés. Faisant l'amour sur les futons avec une urgence douce. Nos corps redécouvrant les cartes oubliées. Le lendemain, Hiroshi nous initie au kendo. Ses coups d'épée symbolisant la discipline intérieure, Laurent, en géi blanc, frappe avec une fureur cathartique, libérant ses démons en sueur. De retour à Paris. Transformé. Nous réinventons notre routine, Laurent délègue plus à l'agence.
Lançant un podcast sur la parentalité queer avec Ravière, moi. Je m'inscris à un atelier d'écriture. Canalisant nos histoires en nouvelles. Enzo. Avec son vocabulaire franco-japonais balbutiant, papa. Konnichiwa. Nous unit dans le rire. Hiroshi et Eko visitent en automne. Apportant des kimonos miniatures pour le petit. Et Kenji. Via Zoom. Coach Enzo en jeu vidéo. La crise n'est pas vaincue d'un coup. Mais elle s'estompe, une dispute sur l'éducation d'Enzo aux écoles publiques ou internationales. Se solde par un compromis. Scellé par un pique-nique au bois de Vincennes. Nous grandissons ensemble, dit Laurent. Sa main dans la mienne. Et c'est vrai. L'amour, comme le zen, n'est pas statique, il est un flux. Un équilibre retrouvé à chaque souffle. Pour célébrer nos 5 ans. Nous recreusons la nuit fatidique, un dîner aux petits zincs. Pluie artificielle via un arrosoir. Et un toast à l'homme qui m'a arrêté. Enzo. Gardé par Claire. Grandira avec cette légende, papa Alex a rencontré papa Lo sous la pluie. Et pouf. Magie. 10 ans ont filé comme un TGV. Nous emportant d'une décennie à l'autre avec Enzo désormais un adolescent de 12 ans. Grand comme moi mais avec les yeux verts incisifs de Laurent. Paris a changé au plus de vélos électriques. De café vegan. De Pride plus arc-en-ciel que jamais mais notre appartement du Marais reste un bastion. Mur couvert de photos, notre mariage à Lyon. La naissance d'Enzo en Toscane. Des Noëls avec ma mère et Pierre. Des étés chez Lucas et Marco. L'agence, rebaptisée Éclat Global, est un empire bienveillant. Avec des bureaux à New York et Tokyo. Où Diego dirige une branche anti-discrimination. Repoussant les ombres de son passé par des actes concrets. Pourtant, le climax arrive sans crier gare, un diagnostic pour Laurent. Un cancer précoce détecté lors d'un check-up routinier. Le mot oncologie tombe comme une sentence dans le cabinet aseptisé du 16e. Et le monde bascule. C'est traitable, assure le docteur. Une femme aux lunettes cerclées d'acier. Mais les nuits suivantes sont des abysses, Laurent. Blême sous les draps. Serre ma main jusqu'à l'os. Pas maintenant. Pas avec Enzo au lycée. Pas après tout ça. Je pleure en silence dans la salle de bain. Puis reviens fort. Organisant rendez-vous. Régime. Soutien. Enzo. Sentant l'orage. Se blottit contre nous, tu vas guérir. Papa Lo. T'es un super-héros. La bataille est guesséenne, chimio qui rase les cheveux de Laurent. Le rendant vulnérable comme un oisillon, nausée qui le cloue au lit. Où je lis des classiques à voix haute Proust pour les madeleines de mémoire, visite de la famille élargie. Claire tricotant des bonnets. Sophia volant depuis Brooklyn avec des remèdes mexicains. Hiroshi envoyant des amulettes shinto. Diego. Endetté de gratitude. Gère l'agence d'une main de fer. Et Kenji. Maintenant étudiant en art. Dessine des comics inspirés de notre saga pour remonter le moral d'Enzo. Le pic dramatique survient lors d'une rechute mineure. Une nuit d'hôpital où les machines bipent comme des reproches. Laurent. Épuisé. Murmure, si je pars. Promets-moi de continuer à briller. Je hurle intérieurement. Mais réponds, tu pars pas. On a encore des voyages. Des rires. Des je t'aime à collectionner. Le lendemain. Une lueur, les marqueurs descendent. Le traitement pivote. Et Laurent émerge. Chauve et fier. Tatoué d'un phénix sur l'épaule pour renaître. La guérison est lente. Un marathon de suivi et de joie petite, la première pousse de cheveux.
Un match de foot avec Enzo où Laurent marque un but maladroit. Un dîner où ma mère, ridée mais rayonnante, lève son verre aux survivants. L'expérience nous humanise, nous fondons une fondation. Nuit changée. Pour soutenir les familles queer face au cancer. Des histoires comme la nôtre devenant phare pour d'autres. Aujourd'hui. Sous un ciel parisien d'octobre, le même mois de notre rencontre, nous marchons sur la rue de Rivoli. Enzo courant devant avec ses écouteurs. Laurent et moi main dans la main. Cheveux poivre et sel pour lui. Saupoudré pour moi. La pluie menace. Mais Nourion, rappelle-toi cette nuit, dit-il. Et je hoche la tête. Le cœur plein. Notre amour n'est pas un happy end figé. Mais un flux continu. Kitsch et profond. Rappelant que dans un monde de jugement, la vulnérabilité est la plus grande force. Et si une autre nuit change tout? Nous serons prêts. Ensemble.